Alors, je vais tenter de faire mieux que Françoise sur la réponse que vous allez me faire à « Bonjour Sergi !» Pas mal. Non, il fallait essayer de vous réveiller d'une manière ou d'une autre. J'ai trouvé cette méthode stupide. Mais vous allez être créatif aujourd'hui et donc vous allez pouvoir trouver, avant la fin de cette présentation, d'autres moyens plus intelligents de chauffer la salle que le moyen très conventionnel que je viens de tenter désespérément d'employer devant vous. Alors, vous avez la chance d'avoir cette séance et je trouve ça vraiment intéressant que la création, la créativité, l'imagination soit quelque chose qui subitement reprenne de l'intérêt dans les grandes écoles dites de management ou de commerce, parce que la création de valeur, il y a valeur, mais il y a aussi création, et donc ça ne s'improvise pas. Je pense que je suis un peu trop connecté, donc je vais virer quelques outils techniques et technologiques qui vont m'empêcher de tweeter pendant cette séance. Et d'ailleurs, en parlant de Twitter, j'ai échangé avec quelques-uns d'entre vous, très peu nombreux, qui me suivent sur Twitter pour le moment, et je me suis dit, tiens, je vais profiter des 500 personnes dans la salle pour augmenter mon audience sur Twitter. Donc la proposition que je vous fais est très simple, l'utilisation Spo et ça marche, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas à l'ESSEC. C'est que tous ceux d'entre vous qui sont sur Twitter, ou qui vont être sur Twitter dans 2 minutes, même avec des noms d'emprunt, si vous ne voulez pas définitivement être inscrit sur le net, vous pouvez m'envoyer toute question pendant cette présentation, @Nicolas Bordas, et j'y répondrai dans le courant de la présentation, puisque je peux lire mes tweets devant vous. Donc Twitter, @Nicolas Bordas. C'est un exercice de magie, car la création est magique. La personne que je respecte le plus dans ce métier, j'en reparlerai tout à l'heure, s'appelle Philippe Michel. Il avait une très jolie formule concernant les idées. Il disait en fait, une idée, c'est un coït des neurones. Donc je savais qu'en disant ça, j'allais probablement avoir votre intérêt sur le début de ma phrase, mais c'est très juste. C'est-à-dire qu'un coït des neurones, c'est un moment où subitement, on se dit « Eureka, j'ai trouvé ». Il s'est passé quelque chose dans mon cerveau. Dans mon cerveau, j'ai connecté les neurones et j'ai la sensation que je l'ai. J'ai cette idée. J'ai trouvé comment appeler ma marque. Est-ce que je vais l'appeler SWSG? Steve Wozniak, Steve Jobs? Ah non. Et si je l'appelais Apple? Waouh! Quelle idée stupide. Oh! Quelle bonne idée. Donc une idée, c'est un moment où le cerveau, profitant de toute la culture qui est la vôtre, la curiosité qui la nourrit, le benchmark que vous avez fait de ce que font les autres, fait que vous allez produire à un instant T quelque chose de neuf. Donc c'est magique, et c'est probablement pour ça qu'il a été prévu d'inviter pendant cette séance un magicien qui s'appelle Yann Quérénon, sauf erreur de ma part. Je l'ai noté rapidement sur ce papier. Et en fait, vous allez pouvoir vous abstenir de suivre sa présentation, son tour de magie, puisque je vais vous donner directement la formule magique, qui est celle qui permet d'avoir plus souvent des idées qui marchent ou des idées qui tuent. Et cette formule magique, elle est inscrite là derrière moi, et vous allez voir, et c'est l'enjeu de ma présentation ce matin, à quel point elle est incroyablement magique. Cette formule, c'est « what if » et « si ». Ces deux mots, je les appelle les décapsuleurs d'idées. Au fond, si je vous dis quelles sont vos bonnes résolutions cette année, chacun aura la sienne, et je vous demande de commencer la phrase qui propose cette résolution sous l'angle de « et si », « what if », et si je perdais du poids, et si j'arrêtais de fumer, etc., vous allez forcément produire un début d'idée. Bonne ou mauvaise, on en discutera, mais un début d'idée. Pourquoi? Parce que le « et si » provoque une idée qui tue, c'est-à-dire une idée qui, en même temps, produit du neuf, ce qui est la définition même d'une idée. Si une idée ne produit rien, ne produit pas de neuf, elle ne produit rien, elle n'existe pas. Il y a, comme disait Bourdieu, à qui on rend hommage en ce moment, il faut une rupture dans le champ de la convention, dans le champ dans lequel l'idée va s'inscrire. Donc forcément, une idée, c'est un accouchement dans la douleur, c'est un accouchement qui crée une rupture. Mais c'est aussi une idée qui tue quelque chose d'existant. C'est-à-dire que si vous dites « et si je maigrissais », c'est probablement parce que vous vous sentez un peu gros. Donc, en fait, le fait de dire l'idée sous la formulation d'un « et si » va en même temps vous donner le potentiel de cette idée et la nature de ce qu'elle change, de ce qu'elle transforme sur le monde. Donc, « et si » est le mot magique et la formule magique que j'aimerais partager avec vous en l'illustrant de quelques cas concrets dans tous les domaines, j'allais dire, de l'activité humaine. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, ils ne sont pas nombreux puisque vous êtes 4 sur Twitter, vous savez probablement que « et si » c'est aussi le thème de l'idée quotidienne
que je produis sur mon blog, en l'occurrence que je coproduis, puisque je reprends chaque jour l'idée du jour qui m'a semblé la plus intéressante et que j'ai pu voir circuler sur les réseaux sociaux. En l'occurrence, ça c'est le sujet d'hier. Vous trouverez aujourd'hui une manière de présenter vos vœux particulièrement créative, puisque j'ai eu le temps de poster juste avant ce matin. Et puis, l'idée qui tue, c'est ça dont on va parler maintenant, c'est comment faire le tri entre les bonnes et les mauvaises idées. Parce que des idées stupides, on peut en avoir plein. Regardez la manière dont j'ai introduit cette présentation. Donc il faut faire le tri entre les bonnes et les mauvaises idées. Et surtout, comment faire réussir des idées. J'allais presque dire qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ce qui est exagéré, parce qu'on peut souhaiter que les mauvaises idées ne réussissent pas durablement, mais que ce soit des petites idées ou des grandes idées. Et comme on le disait très, très justement en introduction, l'enjeu, c'est 1% dans la création, 99% dans l'exécution, dit Carlos Ghosn, qui est notre plus grand client chez TBWA pour Nissan. Mais c'est très juste. Avoir une idée, c'est bien, mais tout l'enjeu, c'est la capacité de la faire véritablement réussir. Alors, pour me présenter de manière un peu plus, j'allais dire, ludique, je vous propose de voir ce que produit, les idées que produisent en une année un groupe de communication comme TBWA en France, ce qui constitue aussi pour moi une page de publicité. Voilà. Ce qu'on produit en un an, donc beaucoup d'idées, bon, des bonnes et parfois des moins bonnes, il faut l'admettre. On ne peut pas toujours être génial, mais en l'occurrence, pour ceux d'entre vous qui rentreront dans le métier de conseiller en communication, j'espère qu'il y en aura. Bon, ça paye moins bien au départ que le conseiller en stratégie, mais à l'arrivée, ce n'est pas désagréable. Pour tous ceux qui rentreront, en fait, la différence, elle est là. La manière dont on définit notre métier, c'est de conseiller en communication, c'est de conseil avec imagination. Or, ce dont les boîtes ont le plus besoin, les entreprises ont le plus besoin aujourd'hui, c'est forcément de se réinventer. C'est forcément de se réinventer à un moment où le monde se transforme, on le voit bien, mais c'est déjà transformé depuis 10 ans ou 15 ans, et se transforme de manière accélérée, en passant d'une logique, j'allais dire, beaucoup moins quantitative, parce qu'un certain nombre de choses sont finies. Les matières énergétiques ont une durée de vie finie, les moyens de consommation ne sont pas infinis, et donc la transformation est rendue aujourd'hui absolument nécessaire, et la crise que l'on connaît de manière générale est une crise d'un système qui a besoin de se transformer. Et donc il faut recréer.
Il faut recréer le monde dans lequel on se trouve. Donc c'est un moment très désagréable. Une fois de plus, c'est un moment qui peut être un moment difficile, parce que l'acte de création, la naissance, celles d'entre vous, je pense qu'il n'y en a pas encore trop dans la salle, à part Françoise Ray, qui ont des enfants savent que ce n'est pas forcément le moment le plus agréable de la vie que d'accoucher pendant l'accouchement, c'est le moment le plus agréable juste après. Et donc ce que je nous souhaite à tous, c'est que nous sortions par la création de cette crise dans laquelle nous sommes. Alors je vais illustrer ce matin mon propos, évidemment, au travers de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les grands exemples pour lesquels TBWA travaille. Et en fait, le plus ancien client, d'une certaine manière, de TBWA, il est là-haut, et c'est Apple, puisque TBWA est l'agence qui a lancé, au travers d'une agence qui s'appelle Child Day à Los Angeles, Macintosh d'Apple en 1984. Évidemment, vous n'étiez pas né, mais ce n'est pas si grave. Et donc, je voudrais commencer cette première partie sur comment une petite idée peut devenir une idéologie. Et évidemment, l'exemple que je voudrais prendre, c'est celui-là. Je vais vous montrer, ce film est un tout petit peu long, il fait 2 minutes 30, 3 minutes peut-être, mais il mérite d'être vu dans la durée. Pourquoi ? Parce que la personne que vous allez voir sur scène dans un instant, et qui est derrière moi, peut-être qu'on pourra éteindre la lumière pour qu'on voit mieux si c'est possible, est un gamin. Enfin, un gamin attardé parce qu'il a 29 ans, donc il est légèrement plus vieux que la moyenne d'entre vous, quoique c'est l'arrivée de ce qu'on appelait de mon temps les AST. Donc aujourd'hui, il y a des gens plus âgés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 29 ans dans la salle ? Non, vous n'avez que des jeunes AST. Et donc, en l'occurrence, ce gamin de 29 ans, vous allez voir à quel point il n'est pas sûr de lui, à quel point il a ce qu'on pourrait appeler un début d'idée, à quel point il a une idée qui tue, au sens une idée qui veut tuer. En l'occurrence, il veut tuer le monstre informatique de l'époque qui s'appelle IBM. IBM a beaucoup changé depuis, mais à l'époque, IBM incarnait, enfin moi, je vais faire l'ancien combattant, mon premier stage en entreprise qui s'appelait un stage employé, je l'ai fait comme pupitreur sur ordinateur. Pupitreur sur ordinateur, c'était être dans une pièce réfrigérée, la seule de l'entreprise où je travaillais qui était climatisée, et où on rentrait des données sur disquette en permanence pour alimenter le monstre, pour alimenter la machine IBM. Et pendant ce temps-là, la circulation de l'information dans la même entreprise se faisait par des messages qu'on roulait et des pneumatiques qu'on rentrait, je jure que c'est vrai, parce que vous pouvez dire, non, il exagère, pas du tout, j'ai les photos. Et en l'occurrence, des pneumatiques qu'on rentrait et qu'on balançait et qui allaient dans toute l'entreprise, parce que les emails n'existaient pas, et donc le moyen de se parler, à part le téléphone, c'était de se balancer les messages par des pneumatiques. C'était ça le monde dans lequel ce garçon a eu, en quelque sorte, un début d'idée que d'autres appelleraient une vision, car on peut penser que Steve Jobs était visionnaire. Et pourquoi je vais vous montrer ce film dans sa totalité ? C'est que vous allez voir un avant et un après. Vous allez voir ce que je crois être un moment de vérité, peut-être aussi une sorte là aussi de coït révélateur pour Steve Jobs, qui est le moment avant où il n'est pas sûr de lui, où la salle rigole un peu, se fout un peu de sa gueule en fait, vous allez voir. Il présente devant à peu près 800 personnes qui sont à la fois des journalistes mais aussi des réseaux qu'il veut convaincre de référencer son nouveau produit. Et vous verrez qu'il n'est pas sûr de lui, vous verrez que les réactions dans la salle sont quand même relativement mitigées. Arrive une idée exprimée sous la forme d'un film. Ce film aujourd'hui a été élu par les Américains film du siècle, conçu par cette agence Child Day à Los Angeles. Et vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir ce qui se passe dans les yeux de Steve Jobs. Vous allez voir comment il se transforme et comment subitement il prend confiance en lui et dans le fait qu'il est en train de réussir ce qui était presque quasiment une blague de potache, lancer un ordinateur qui allait révolutionner le monde. It is now 1984. It appears IBM wants it all. Apple is perceived to be the only hope to offer IBM a run for its money. Dealers, initially welcoming IBM with open arms, now fear an IBM-dominated and controlled future. They are increasingly and desperately turning back to Apple as the only force that can ensure their future freedom. IBM wants it all and is aiming its guns on its last obstacle to industry control, Apple. Will Big Blue dominate the entire computer industry? The entire information age? Was George Orwell right about 1984? Today we celebrate the first glorious
salvation, purification of the victims. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. That ad is going to run 1 week before Macintosh is introduced. And our ad agency that put it together is here today. Shayat Day, Jay Shayat's here. The principal, Lee Clow and Steve Hayden, that wrote the copy and did the creative are also here. You might, I guess they just heard what you thought. Voilà, donc Lee Clow, qui était le rédacteur, qui avait eu cette l'idée de ce film, est aujourd'hui le patron mondial de la création de TBWA et continue de travailler pour Apple malgré et après le décès de Steve Jobs. Lancer une idée comme on lance un marteau dans Big Brother. Lancer une idée pour briser quelque chose, pour casser quelque chose, pour tuer quelque chose d'existant et d'insatisfaisant. Mais aussi lancer une idée avec audace, avec ambition. Il faut du courage, il faut une volonté. Normalement, la campagne de publicité de ce produit n'aurait jamais dû être celle-là. Elle aurait dû être « Regardez comme mon ordinateur est nouveau. Regardez comme pour la première fois au monde, il dit « Hello » quand il s'allume. Regardez comment pour la première fois au monde, il a une souris qui permet de se balader sur l'écran. Regardez comme quasi pour la première fois au monde, il y a un système qu'on appelait à l'époque de VisiCalc, de Windows, qui permet de se balader dans l'information. Et donc, au lieu de suivre la convention marketing, qui consiste à dire quand vous avez la chance d'être le premier, d'avoir un plus produit, dites-le, il fait ça. Il fait quelque chose qui est ma vision, et que 1984 ne sera pas 1984. Ma vision est qu'on ne doit plus être esclave de la machine, mais que la machine doit servir la créativité de l'homme. 1984 won't be 1984. Donc on voit qu'une idée, c'est à la fois quelque chose qui produit du neuf contre un existant, parce qu'il y avait un problème, parce qu'il y avait une insatisfaction, parce qu'il y avait une opportunité de faire mieux, mais qui doit être porté avec une volonté, qui doit être habité, porté avec une volonté de réussir. Et en faisant ça, on se donne toutes les chances d'y arriver. Cependant, ça ne marche pas toujours, et ça ne marche pas toujours si bien, puisque dans l'implémentation de l'idée, comme on le dit en franglais, il y a la capacité de construire l'entreprise autour qui va permettre de porter cette idée. Et là, Steve Jobs et Wozniak, à l'époque, commettent une erreur, finalement, ce qui s'est avéré être une erreur, c'est facile à dire après, c'est pas toujours facile à voir avant, en embauchant John Sculley, qui était le patron de Pepsi-Cola à l'époque, et qui est l'homme qui finalement virera Steve Jobs d'Apple. En 1997, pour faire l'histoire longue, un peu courte, en 1997, Steve Jobs est rappelé à un moment où Apple est mort. Disons moribond, mais plus proche de mort que de moribond. Il arrive dans l'entreprise et il découvre une entreprise sans idée. Il découvre une entreprise sans imagination. Et là, la première chose qu'il fait, c'est un acte de foi, un acte de communication, un credo, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce qu'il considérait qu'il n'avait rien d'autre à dire que rester fidèle à Apple et son état d'esprit,
je vais recharger l'entreprise en création, je vais recharger l'entreprise en imagination, je vais recharger l'entreprise en valeur. Qui appelle-t-il confiance? On parlait de la confiance tout à l'heure. Lee Clow, le créatif qui avait produit la première campagne de Macintosh. Et Lee Clow était BWA Child Day à l'époque, après avoir pas mal travaillé. Il y a même un excellent article d'un créatif qui est paru récemment dans Forbes, du créatif qui a travaillé cette campagne, qui montre à quel point l'accouchement, là aussi, de cette campagne a été difficile, produit ce qui, de mon point de vue, est la meilleure campagne que personnellement je connaisse. Quand on me demande quelle est la meilleure campagne du monde, de l'histoire de l'humanité, c'est celle-là dont je parle. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Voilà, personnellement, chaque fois que je vois ce film, j'ai à la fois un moment d'émotion et une envie d'applaudir, parce que je pense que, bien qu'il ait été fait en 97, il n'a pas pris une ride, et il dépasse largement l'enjeu qui était celui d'Apple et du retour d'Apple Computer sur le marché, mais c'est une sorte de credo fondamental à la différence, à l'enrichissement par la différence, à la création de valeur par la différence, à l'idée de casser les règles pour créer des choses nouvelles. On est bien là dans l'histoire d'une entreprise avec imagination. Mais évidemment, ce credo, il ne prend son sens, c'est bien joli la publicité, mais ça ne sert à rien si on ne s'en sert pas, il ne prend son sens que si le credo s'applique, le brand belief, comme disent les anglo-saxons, s'applique à la totalité de ce que l'entreprise fait, ou de ce que l'organisation fait. En l'occurrence, Think Different, ce sont des produits différents, à la fois des ordinateurs, puis ensuite, évidemment, des iPods, des iPhones et des iPads. C'est une communication différente, c'est une manière de vendre différente. Regardez les Apple Store, ça ne ressemble à rien en termes de points de vente. Enfin, évidemment, ça commence à être copié, mais ça ne ressemble à rien en termes de points de vente à ce qu'on se connaissait auparavant. Cette idée de pouvoir essayer librement les produits, d'avoir quelqu'un à côté de vous pour vous aider, qui vous fait payer là où vous vous trouvez, etc. Donc c'est une totale disruption, révolution dans le domaine de l'entreprise. Et puis aussi une manière de communiquer qui était assez unique, avec la capacité pour Steve Jobs non seulement de bien parler quand il parlait, mais de savoir se taire. C'est-à-dire volontairement de ne rien dire entre deux interventions, de façon à garder le maximum de valeur à sa parole. Donc c'était ça, et c'est toujours ça, le Think Different, qui guide et qui anime Apple. D'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces grandes affiches noir et blanc de tous ces genius, de tous ces gens qui ont changé le monde et qui nous inspirent, ou qui vous inspirent peut-être, sont encore aujourd'hui à Cupertino, au siège d'Apple, partout dans l'entreprise. C'est-à-dire que c'est ce qui, au fond, inspire au quotidien ceux qui produisent Apple. Donc on ne signe plus sur les produits Think Different, on n'a pas besoin, mais par contre, l'état d'esprit est bien celui-là. Voilà comment, partant d'une petite idée, partant d'un garage où Steve Jobs et Wozniak étaient là en disant on va faire un meilleur ordinateur qu'avant, qui sera plus sympa, parce que les gens, plus ergonomique, parce que les gens pourront s'en servir, on devient la première ou la seconde, selon les jours, capitalisation mondiale, en poursuivant, je dirais, cette idée, par monts et par vaux, c'est-à-dire pour le meilleur et pour le pire à certains moments de l'histoire d'Apple. Inspiré par ce Think Different, au fond, ce Think Different, c'est beaucoup plus large qu'un credo pour Apple, c'est le credo de la création, c'est le credo de l'imagination. Pensez différemment. Si vous on parlait tout à l'heure, Françoise parlait de out of the box. Si vous ne pensez pas out of the box, vous n'avez aucune chance de changer ce qu'il y a dans la boîte. Il faut regarder la boîte du dehors pour pouvoir la changer, la transformer.
Et bonne nouvelle, il existe alors sûrement plusieurs méthodes, mais je vais quand même vous parler de celle qui peut vous être le plus utile pour votre exercice, puisque je me sens responsable de la qualité de ce que vous allez produire d'ici jeudi, donc je préférais que vous ayez des bonnes recettes pour y arriver, pour ne pas être trop déçus, surtout que ce sera tout ça filmé, tweeté, parce que vous serez tous sur Twitter d'ici jeudi, j'en suis convaincu. Et donc, j'ai décidé de vous partager avec vous quelques éléments d'une méthode dont le mot-clé est bien sûr what if et si, et qui s'appelle la disruption. Bon alors, la disruption, je suis obligé de le citer, puisque c'est Jean-Marie Dreux qui a écrit ce livre. Bon, c'est un HEC, personne n'est parfait, c'est le patron mondial de TBWA. Il dit « À disruptif, c'est croire que l'on peut transformer le futur d'une entreprise grâce au simple pouvoir d'une idée ». En ce sens, Steve Jobs était profondément disruptif. C'est un concept qui date un peu, vous n'étiez pas né, je pense, en 92, aussi quand même un peu, légèrement. Voilà. Vous étiez juste né. Parution du tome 1, en 96, là vous étiez franchement né, vous aviez au moins 5 ans ou 6 ans, en moyenne. Adoption de ce concept mondial, et puis plusieurs bouquins, jusqu'au dernier que Jean-Marie a publié récemment, je suis obligé de faire sa pub parce qu'il me surveille, Jetlag en 2011. Alors qu'est-ce que la disruption? Au fond, la disruption, c'est juste une méthode ultra simple pour vérifier, pour produire et vérifier qu'on a produit une idée forte, une idée à potentiel. Parce que des idées bêtes, on peut tous en produire facilement. La question, c'est sélectionner parmi les idées bêtes qui sont nécessaires pour la production d'idées, quelles sont celles qui ont un fort potentiel. Et au fond, pour bien disrupter, il faut partir de la convention. Il faut analyser, il faut comprendre ce qui se fait, ce qui est dominant, quelle est l'idée dominante, quelles sont les conventions qui existent. Et pour illustrer le fait que ceci ne marche pas seulement dans le domaine de la communication, dans le domaine du marketing, dans le domaine de l'économie, je vais vous prendre une analogie dans le domaine du sport. Alors là, c'est encore pire, ça va faire encore plus vieux, parce que moi-même, je tiens à dire que je n'avais que 8 ans quand cet événement s'est produit, mais c'est quelque chose que forcément vous connaissez, parce qu'on vous l'a inculqué. Voici une définition de la disruption dans le sport. At every Olympics until 1968, everybody tackled a high jump using the same technique. And then in Mexico in '68, along comes Dick Fosbury and shows the world what at the time was considered to be a radical and revolutionary way of high jumping, which nobody had even considered before. What Fosbury did was to disrupt the one convention of high jumping, which was the only way to go over that bar was on your front. Voilà, la disruption dans le sport, Dick Fosbury. Et donc je vais faire comme lui, je vais être disruptif. Normalement, je devrais regarder là, et là, je vais regarder maintenant parce que le photographe me l'a demandé pour cette photo, ce qui sera fait. Donc c'était quand même le bon moment pour la faire. Je tourne le dos à l'objectif, comme Fosbury l'a fait à l'époque. Donc la disruption, c'est ça. La disruption, c'est se dire, à un moment donné, je vais challenger une convention que tout le monde croyait inamovible. Pour sauter en hauteur le plus haut possible, il faut affronter la barre de face. Et je vais oser penser out of the box, penser différemment, faire quelque chose d'anormal, d'illogique. Hein. L'intuition, c'est l'illogisme. Enfin, on pourrait discuter, ça pourrait être un sujet de bac, celui-là, on en reparlera. Il y a une part d'illogisme dans l'intuition, je ne vais pas me faire attaquer immédiatement sur la manière dont j'ai formulé cette idée-là. Et donc, c'est oser penser différemment, voire penser à l'opposé de tout le monde. Donc, c'est super inconfortable pour le créateur, c'est super désagréable pour l'inventeur. Regardez le malheur des gens au concours Lépine, quoi. Ils ont inventé des trucs. Vous voyez ce que c'est le concours Lépine? C'est un truc une fois par an où tous les inventeurs amènent le nouveau truc qu'ils ont inventé, dont ils pensent qu'il a un formidable potentiel et qui en général n'en a aucun. Et donc c'est la difficulté, c'est la solitude de l'inventeur au moment du tir de penalty. Et donc c'est courageux, c'est audacieux, c'est une prise de risque. Il y a forcément une prise de risque dans l'idée. Et là, je voudrais en profiter pour dire quelque chose auquel je crois profondément, que j'ai redit hier, je le dis au moins une fois par an sur mon blog, c'est high risk, high return. Prenez un risque important, vous aurez un gros retour sur l'investissement. C'est la manière dont les anglo-saxons,
je pense qu'il y en a dans la salle, voient le risque et ils ont raison. Le problème en France, je dis ça pour les Français dans la salle, c'est que l'équivalent de cette expression est « qui ne risque rien n'a rien ». C'est un problème culturel majeur. C'est le problème de la création d'entreprises en France. C'est-à-dire que si vous allez dans la Silicon Valley, d'ailleurs un certain nombre de Français vont là-bas pour réussir, vous serez dans un environnement qui est penser différemment, c'est bien. Prendre des risques, c'est bien. Perdre, se tromper, échouer, c'est bien. Malheureusement, en France, on enseigne un peu trop, peut-être pas à l'ESSEC, que échouer, c'est mal, et que qui ne risque rien n'a rien, donc risquer un petit peu pour avoir un petit quelque chose. C'est ça qu'il faut changer. Et je pense que vous êtes la génération qui doit, en particulier en France, changer ça. Oser davantage, oser en politique, oser dans tous les domaines, oser dans le domaine caritatif. Faites des choses vraiment différentes. Et de ce point de vue-là, la disruption, cette méthode en 3 temps, comme la valse, peut considérablement... Oui, le franglais, je sais, monsieur 2.0, là, je parle franglais, assumons. Donc, je vais continuer encore quelques instants. Et donc, la disruption, c'est une méthode en 3 temps, comme la valse, qui peut se prendre dans le sens qu'on veut. Parfois, vous avez la vision. Vous vous réveillez un matin en disant « mais je veux faire ça. J'ai cette idée. J'ai l'envie. Mais c'est plus que l'envie. J'ai l'intuition que cette idée, c'est ça l'idée, que personne ne l'a vue avant moi. » Et vous partez de la vision. Et à ce moment-là, vous ne vous arrêtez pas. Vous continuez la réflexion. Vous vous réveillez déjà, prenez un bon café. Et ensuite, vous allez vous dire « ok, je crois que mon idée est géniale, peut-être qu'elle l'est, mais elle change quoi? Elle s'oppose à quoi? Elle modifie quoi? Quelle convention remet-elle en cause? » Donc vous êtes rentré par la vision et vous réfléchissez à la convention. Et vous sortez, si je puis dire, restez là, avec la disruption qui est « et si ?» Et vous cherchez à formuler votre idée qui est « et si j'établissais cette vision en modifiant cette convention ?» C'est ça la magie du « et si ». Donc, vous voyez, et si je vous tournais le dos, c'est « et si j'établissais une nouvelle vision qui est... » Ce sont ces superbes immeubles en face de moi, en challengeant une convention qui est que normalement, un orateur regarde son audience. Okay, bon. Quelle utilité? Donc là, vous dites, c'est peut-être pas une disruption aussi géniale que ça, je vais revenir à la convention qui consiste à parler aux gens en les regardant dans les yeux, ce sera plus efficace. Mais voilà la méthode. L'autre moyen de rentrer, je dis ça pour vous inspirer aussi pour vos exercices, donc ça c'est la partie qui normalement, recette de cuisine, doit vous aider pour réussir à gagner le challenge jeudi, c'est vous rentrez par la convention. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tout le monde fait de la même façon? Et là, vous listez presque bêtement, la disruption est une méthode pour les gens paresseux, les gens qui manquent d'idées, qui veulent en avoir plus souvent, vous listez de manière non exhaustive, mais 20, 30, 40, 50 problèmes. Par exemple, si je voulais ici et maintenant vous dire, supposons que vous soyez le client que j'adore, qui s'appelle Nissan, et vous êtes les concessionnaires automobiles Nissan, et vous dites j'aimerais bien savoir c'est quoi la concession automobile du futur. On va lister ensemble toutes les conventions des concessions automobiles. Des endroits pas sympas, des endroits en dehors des villes, des endroits où il n'y a rien pour les enfants, alors que souvent on y va le samedi avec les enfants, des endroits, etc. Donc vous listez tout. Et vous avez une série de conventions. Parce que vous soyez Renault, Peugeot, Nissan, etc., vous êtes victime ou pas, consentante ou à l'insu de votre plein gré, de ces conventions. Et là, vous allez pouvoir vous livrer un petit exercice très simple qui est « et si ?» Et si je n'étais pas en banlieue, je serais en centre-ville ou en pleine campagne pour essayer les voitures. Et si je tenais compte des enfants en leur proposant, comme Ikea, des parcs, etc. Et vous allez pouvoir révolutionner, modifier, produire plein d'idées en utilisant cette notion simple de challenger les conventions de défier les conventions, pour ne pas parler franglais, par la disruption, c'est-à-dire la production d'un message, d'une idée, d'un concept sous la forme du SI. Donc c'est ça la disruption. Vous rentrez par la vision, vous vous posez l'action des conventions, je change quoi? Vous rentrez par les conventions et vous dites « Ah, au fait, c'est sympa toutes ces bonnes idées que j'ai eues sur comment inventer la concession automobile du futur, mais c'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux être devenu dans 3 ans, dans 5 ans, quand j'aurai vraiment changé ça ?» Et vous dites « Ah ouais, mais je suis Nissan, je lance la voiture électrique, je veux être la concession automobile la plus environnementale, friendly, amicale, du monde. » Et à ce moment-là, vous allez choisir les bonnes idées, les mauvaises idées. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en ayant cette vision que vous allez pouvoir vous dire cette idée de changement, cette idée de transformation, cette idée de modification, cette innovation, petite ou grande, fait sens. C'est parce que vous avez le Think Different que vous pouvez organiser
votre offre. C'est parce que vous avez le Just Do It de Nike, une manière de formuler l'idée fondatrice de l'entreprise, que vous allez innover dans tel ou tel domaine du sport. Donc en fait, il faut référer l'innovation centrale et les multiples innovations que vous pouvez avoir en quelque sorte, à la vision qui est la vôtre, à ce que vous voulez établir pour qu'elle fasse sens, pour qu'ensemble, ces innovations produisent du sens. Alors là, c'est la séquence, je vais passer à la troisième et dernière partie, mais je voudrais d'abord illustrer dans cette deuxième partie sur la disruption par des exemples ultra concrets. Et je vais commencer par la séquence nostalgie. Il se trouve que, quasiment jour pour jour, à quelques semaines près, je me trouvais, c'est horrible à dire, j'ai vieilli subitement, il y a 30 ans, à l'ESSEC, où je faisais mes études, en deuxième année. Moi, j'étais président du bureau des élèves, je pense que ça existe toujours, donc un truc, en plus on n'était pas nombreux dans les bureaux d'élèves, donc on n'était que 8, donc c'est un truc qu'on ne suit pas les cours, mais par contre on vit bien la nuit. Et je me suis réveillé pour un cours auquel je n'étais pas inscrit, qui était le cours de publicité. Ça pourrait vous sembler paradoxal, mais peut-être que vous n'êtes pas non plus inscrit à des cours de publicité. Et il se trouve que Alain Poiret, qui était le prof à l'époque, je tiens à lui rendre cet hommage, avait fait venir pour ce cours Philippe Michel, qui est de loin le meilleur publicitaire que la France ait connu, malheureusement décédé à l'âge de 51 ans, c'est-à-dire mon âge aujourd'hui, donc prématurément. Et Philippe Michel était une sorte de génie pour tous ceux qui l'ont connu. Vous demandez à Étienne Châtillaise, qui était créatif à l'époque chez CLMB BDO, qui est devenu réalisateur par la suite, ou demandez même à Bec Bédé, qui a été embauché chez CLMB BDO quand j'y étais, Frédéric, ils vous diront Philippe Michel était un génie. Tous les gens qui ont bossé avec Philippe Michel parlent de lui un peu comme quelqu'un qui s'intéresse à la psychanalyse vous parlerait de Lacan s'il avait suivi ses cours. Philippe était ce type d'homme-là. Et il est venu en 81, et il nous a parlé de quoi? Il nous a parlé d'une campagne qui venait de sortir, de publicité, qui était pour Avenir, l'afficheur, J'enlève le haut, j'enlève le bas, Myriam, la fameuse campagne Myriam que peut-être vous connaissez, qui est en tout petit dans l'image, l'afficheur qui tient ses promesses. Cette campagne avait tenu en haleine la France entière pendant 6 jours, et est encore aujourd'hui, donc nous sommes 30 ans après, une campagne connue de plus de la moitié des Français. Donc peut-être vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas. En principe, la moitié des gens dans la salle en ont entendu parler. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une campagne qui a duré 6 jours est encore connue aujourd'hui. Puis Philippe Michel, c'était Eram, c'était Koukaï, etc. Et c'était probablement le plus idéologue et le plus obsessionnel de l'idée. Et d'ailleurs, il a beaucoup influencé la disruption, au fait qu'il a produit pour moi ce qui est probablement la meilleure disruption que je connaisse et que j'utilise, ou une des 2 meilleures, que j'utilise lorsque je veux illustrer autrement que par Dick Fosbury, dans un domaine beaucoup plus business, la disruption. Et je reviens cette fois-ci au cas d'Apple. Mais au cas d'Apple en France et en Europe. Le problème d'Apple en France et en Europe, c'est que ça ne s'est pas lancé en 84, le Macintosh, il a été lancé en 1985. Et donc dire 1984 ne sera plus 1984, Apple a inventé Macintosh en 1985, ça marchait beaucoup moins bien. C'est un peu comme s'appelait Sport 2000 en 2012. On peut se demander s'ils ont raison. Enfin, ils continuent, mais peut-être quelqu'un pourrait leur dire qu'on est en 2012. Et en l'occurrence, Philippe Michel et ses équipes, évidemment, c'est jamais un homme seul, dans Agence, disait-il, il y a Agir ensemble, a trouvé ce qu'on appelle dans notre métier, alors cette fois-ci j'ai raison de faire du franglais parce que c'est intraduisible en français, ce qu'on appelle l'insight. L'insight, c'est cette vérité, en quelque sorte, inspirante pour la création. Donc qui est en quelque sorte l'ultime inspiration, ce code des neurones. Et l'insight, c'est forcément quelque chose qui est largement partagé. Et moi, à l'époque, j'étais ici, dans ces locaux, bon, c'était un peu moins moderne, ça n'existait pas, c'était le grand amphi était trop petit, donc on avait été au cinéma de Cergy-Pontoise et Trois-Fontaines, je ne sais pas si ça existe toujours, mais à l'époque, nous y avions été. Il a fermé depuis, bon, tant pis pour vous. Vous bossez plus, vous allez moins au Cinoche. Et en l'occurrence, à l'époque, moi, à l'ESSEC, j'étais inscrit au cours de COBOL, de Fortran et d'APL. Je jure que c'est vrai, c'est vérifiable, Françoise Ray vous le confirmera. Donc, c'est quoi ça? C'était langage informatique. J'apprenais ici, dans ces locaux à Cergy-Pontoise, dans la salle informatique qui était au-dessus du hall d'entrée, du Fortran, du COBOL et de l'APL. Alors que j'aurais pu perfectionner mon anglais, ce qui aurait été utile, apprendre l'espagnol et le chinois. Ben non, j'apprenais des langages informatiques. Et c'est sur cet insight qu'a été fondée cette formidable disruption et ce film qui a vieilli dans la forme, mais pas dans le fond, qui a lancé Macintosh dans toute l'Europe en 1985. Le voici. En 1876, des milliers de gens apprenaient le morse, croyant que chacun aurait un télégraphe sur son bureau.
1984, des milliers de gens apprenaient des langages inhumains, croyant que chacun aurait un micro-ordinateur sur son bureau. N'apprenez plus à devenir une machine. Apple a inventé Macintosh. Voilà, donc vous pouvez imaginer comment ce film a pu me marquer en 1985. Donc je venais de sortir de l'école, je travaillais dans mon premier job de chef de publicité, et explique pourquoi aujourd'hui je suis ça. C'est mon Mac, enfin c'est celui de Samantha, mais on va dire que c'est le mien, j'en ai un aussi. C'est mon iPad, c'est mon iPhone. C'est-à-dire que quelqu'un qui a reçu cet imprinting, pour une fois que ce n'est pas de l'anglais, qui a reçu cette première impression, première perception d'Apple, qui est arrête d'aller suivre tes cours de Fortran, de COBOL et d'APL à l'ESSEC et libère-toi, sois Macintosh, c'est pour la vie. C'est-à-dire que c'est pour la vie, je suis Apple, devenu Apple pour la vie. J'ai eu la chance de travailler pour Apple après, mais je suis devenu Apple parce qu'il m'a parlé sur cet insight, cette vérité, en remettant en cause une convention que je croyais indéboulonnable, qui était que pour réussir dans la vie, il fallait être informaticien, et en plus de cela, il fallait que cette informatique, que j'apprenne l'informatique, que j'apprenne le langage informatique. Je vais prendre un exemple plus fun, et puis on va sortir d'Apple, c'est terminé pour Apple, je tiens à vous le dire. Un exemple plus fun qui, lui, devrait vous parler. Je me dis, j'ai une audience d'âge moyen 21 ans, 3. Il faut lui parler de ce qui l'intéresse le plus, donc de sexe. Ouais, enfin, j'ai des enfants de cet âge, donc je sais ce que c'est. À double titre. Donc, je vais vous parler de Mannix. Mannix a appliqué de manière très littérale la disruption parce que, fondamentalement, la convention, enfin une des conventions majeures pour les capotes, c'est, pour Mannix ou pour Durex, c'est que le préservatif est une contrainte. Peut-être vous l'avez noté, la première fois, on n'emmène pas large, parce qu'on ne sait pas dans quel sens le prendre, comment l'ouvrir, etc. Et donc, on en met pour se protéger, mais pas vraiment pour le fun, quoi. Et donc, et si une marque, Mannix à l'époque, Durex a repris ce discours ultérieurement, décidait d'être une marque de plaisir? Parce qu'en fait, ceux qui utilisent énormément de capotes, je ne citerai pas de nom, mais j'en connais, peuvent vous dire à quel point ça peut devenir un élément additionnel du plaisir. Et donc, Mannix a produit plusieurs films, dont celui que je vous montrais, sur l'idée que, disruptive, non conventionnelle, qu'un préservatif n'est pas une contrainte, mais un préservatif peut donner du plaisir additionnel, du plaisir ajouté. Ça date de 2000. Voilà, et vous voyez comment l'idée disruptive marche à la fois en communication, mais aussi au niveau du produit, puisque peut-être vous ne l'avez pas vu, mais à la fin, on voyait un produit avec une forme originale. C'est le moment où les capotes ont commencé à prendre des formes, des couleurs, des odeurs un peu plus originales que celles d'avant. Mais la disruption commence dans le nom. Donc si vous avez l'opportunité de nommer votre entreprise, de nommer votre association, posez-vous la question 2 secondes. Et malheureusement, trop de créateurs ne se la posent pas. Il vaut mieux s'appeler Greenpeace que Association pour la paix verte dans le monde, par exemple. Il vaut mieux s'appeler Apple qui veut dire... Je rappelle, nous, Apple, ça fait joli nom, mais pour un anglo-saxon, c'est quand même Pomme, quoi. Une marque d'informatique qui s'appelle Pomme. Donc il vaut mieux s'appeler Pomme que SJSW, comme je le disais tout à l'heure. Et donc la disruption commence, le latin dit nomen is omen, le fait de nommer est un présage, commence dans la manière de se nommer. Et éventuellement d'incarner par son concept packaging ce qu'on en est. Absolute Vodka est un bon exemple. Là où tout le monde s'appelait Smirnoff et Ristov, donc c'était des noms en aya ou des noms en off, pour être une vodka
de référence, Absolute a pris le parti inverse en disant je suis l'absolute pureté. Donc j'ai un nom très pur qui n'est pas en off. Je ne revendique pas mes racines mais le produit. Et on est toujours aujourd'hui dans ce produit créé par TB2A dans les années 70. Donc ça fait 40 ans qu'Absolute Vodka a été créé avec des campagnes que vous connaissez. Quand on est une marque, je parlais de Just Do It et de Nike tout à l'heure, je parle un instant de Adidas et de son ancien slogan Impossible is Nothing qu'on avait fait pour eux, et qu'on a un problème qui est j'ai pas d'argent au Japon pour passer mon film télé, pour dire qu'Adidas c'est le sport collectif, c'est le foot. Qu'est-ce que je fais? Et si je créais une affiche impossible pour un sport impossible, puisque mon slogan est impossible n'est rien? Et ça donne quoi? Ça donne ceci, ça donne Vertical Football, c'est-à-dire une affiche unique au sommet d'un immeuble à Tokyo, et qui était prise en photo et qui a fait le tour du monde. Alors c'est avant Facebook, j'imagine qu'avec Facebook ça aurait été encore plus rapide. Mais là, elle fait le tour du monde des RP dans le monde entier, avec un sport qui s'appelle le Vertical Football et où deux sportifs jouent au foot, se relayant une demi-heure toutes les heures, sous l'œil esbobi des badauds qui, comme ils sont japonais, aiment prendre des photos. Donc je parle là d'une dimension culturelle que chacun a pu observer au pied de la Tour Eiffel. Et on voit comment cette image fait le tour du monde des médias. Alors ce système-là, aujourd'hui, il est de plus en plus utilisé parce que le buzz par les réseaux sociaux marche tellement bien que beaucoup de marques et de méga-brands font aujourd'hui des micro-événements qu'elles retransmettent mondialement sur le net. Je sais que vous les faites vous-même circuler. Et je vais terminer cette illustration d'exemple de disruption en prenant le cas de Pepsi. Pepsi qui souffrait aux États-Unis il y a 2-3 ans face à Coca du fait de ne plus vraiment incarner la jeunesse, parce que Pepsi ayant incarné la jeunesse des années 80, Michael Jackson en particulier était l'égérie absolue de Pepsi, enfin pas que lui, mais était une des égéries absolues de Michael Jackson dans les années 80, souffrait dans les années 2000, ou en l'occurrence 2007, d'avoir perdu sa jeunesse, parce qu'à un moment donné, par définition, 20 ans après avoir été jeune, on commence à devenir vieux, physiquement, hein, pas mentalement. Et donc, on a fait pour Pepsi ceci. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever young. May you stay forever young. Yo, 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 may your hands always be busy. May your feet always be swift. And may you have a strong foundation when the winds of change shift. And may your heart always be joyful. And may your song always be sung. May you stay forever young. May you stay forever young. Every generation refreshes the world. Donc May You Stay Forever Young, c'est ce que je vous souhaite évidemment. Et donc on est là typiquement dans la convention, c'est la jeunesse s'arrête à un certain âge. La disruption, c'est et si on pouvait rester forever young. Donc cette approche dont je parle, la disruption, elle est née de la publicité, mais elle dépasse la communication, elle dépasse le marketing, elle dépasse la création de produits et services, puisqu'on peut créer des innovations en répondant aux problèmes existants sur un marché. Et elle comprend également les business models, c'est-à-dire que le low cost dans l'aérien, c'est une disruption de business model. C'est comment créer, ou la Logan pour Renault-Nissan, c'est une disruption de business model. C'est comment, et si je crée une voiture très peu chère, où tout était en option, je vous rappelle que le prix de vente moyen des Logan est à peu près 2 fois le prix de la voiture de base, parce que les gens achètent en fait la voiture parce qu'elle n'est pas chère, mais en y ajoutant des options qui la rendent finalement quasiment aussi chère qu'une autre. C'est ce qu'on appelle la communication. Alors, Disruption Day, c'est la méthode qui permet ça. Et je me suis dit que c'était le moment de vous faire un petit exercice de penser out of the box. Sauf si vous avez lu le livre La Disruption, auquel cas c'est pas drôle, vous ne le dites pas. Qui dans cette salle peut me dire quelle est la prochaine lettre dans cette suite logique U, D, T, Q, C, S. S. Pourquoi? Voilà. Bravo, donc il y a une personne plus rapide que les autres, ou qui connaissait le truc avant, qui a trouvé, mais je vous fais le crédit d'être plus simplement plus rapide. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6.
le U de 1, le D de 2, etc. Et donc, la 7e lettre, la lettre suivante, c'est le S de 7. Voilà un exercice simplement résolu par la capacité de ne pas voir ici des lettres, mais des chiffres. Et si ces lettres n'étaient pas des lettres? Et si ces lettres étaient des chiffres? Donc vous voyez bien que la pensée out of the box, par définition, c'est une pensée qui challenge l'existant. Et donc bravo mademoiselle pour avoir trouvé aussi rapidement. En général, HEC, ils mettent au moins 9 minutes. Donc je pense que les secs restent les secs. Donc pour vous aider dans la recherche de vos idées, 3 questions simples à vous poser, dans l'ordre que vous voulez. La première, c'est que serez-vous devenu, ou qu'est-ce que votre initiative, votre entreprise sera devenue dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, si vous avez génialement réussi? Ça, c'est la vision. Donc, la formulation de cette vision, les mots qu'on choisit pour la formule n'ont pas autant d'importance que ça, parce que personne ne sait quelle était exactement la formulation de la vision de Steve Jobs, ou de qui vous voulez, ou de Phil Knight. La question, c'est que chacun, avec ses mots, peut reproduire la vision que Steve Jobs avait du rapport entre l'homme et la machine. Chacun peut reproduire la vision que Phil Knight a du sport et de l'épanouissement individuel, just do it, que le sport peut donner. Donc la vision, c'est chercher, si on réussit génialement notre idée d'association, idée d'organisation, idée de business, idée de produit, idée de ce que vous voulez, alors on sera devenu quoi? Un exercice très simple que vous pouvez utiliser pour vous poser la question, et trouver des réponses, c'est qu'est-ce que votre journal préféré quotidien, pour peu que vous en lisiez un encore, mettra à la une pour parler de votre succès? Qu'est-ce qu'il écrira? Ce sera quoi le titre? Ce sera quoi le premier paragraphe? Ça, c'est une manière d'écrire sa vision, ce qu'on appelle un manifesto, un manifeste. C'est qu'est-ce que Steve Jobs aurait voulu qu'on écrive de lui 20 ans plus tard s'il avait génialement réussi? Donc ça, c'est la vision. La convention, ou les conventions, puisqu'il faut analyser plein de conventions pour les challenger et trouver les meilleures idées et ensuite les sélectionner, c'est les problèmes qu'on va résoudre. Donc c'est qu'est-ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce que tout le monde fait, et quel problème a-t-on envie de résoudre? Et ça, je pense que cette question-là va vous être très utile pour l'exercice qui va être le vôtre sur imaginer 2030. Qu'est-ce qu'on a envie de changer, quoi? Ce serait mieux si quoi? Et si c'était différent, d'accord? Et enfin, pour être sûr que vous avez une vraie disruption et pas une petite innovation, posez-vous cette question simple qui est « Qu'est-ce qu'il manquerait au monde si vous n'existiez pas ?» Si la réponse n'est pas grand-chose, c'est que vous avez une petite idée. Si la réponse est « Waouh, je ne voudrais pas revenir en arrière », c'est que vous avez une grande idée. Donc, et poser la question « Qu'est-ce qui manquerait au monde ?» permet à la fois de savoir si votre idée est juste une idée compétitive, c'est « Qu'est-ce qui manquerait à mon marché ?» Il manquait une voiture électrique à la voiture. Ou une idée qui a un potentiel beaucoup plus grand, parce qu'elle manque aux gens, elle manque au public, elle manque aux citoyens, elle manque à vos amis, elle manque à votre famille, elle manque à vous-même. Donc quand on dit qu'est-ce qui manquerait au monde, c'est en posant cette question de manière aussi générale, c'est aussi pour se forcer à avoir des idées qui amènent quelque chose, un progrès, en quelque sorte, de nature humaine, et pas simplement un progrès technique, un progrès technologique. C'est une manière de se forcer à mettre l'idée dans le sens au service des gens, et pas uniquement au service de la technique et de l'ingénieur qui l'a conçu. Et donc j'en arrive à ma troisième et dernière partie, pour vous montrer à quel point cette formule magique du « et si » et cet exercice intellectuel, vision, convention, disruption, peut fonctionner dans tous les domaines de l'activité humaine, politique, religieux, culturel, artistique et bien sûr économique, avec une petite collection d'exemples, mais vous pourriez en ajouter des dizaines que vous connaissez par ailleurs, c'est-à-dire l'ensemble des idées que certains ont imaginées, qui ont changé le monde. Et si au lieu d'échapper à la souffrance, on l'acceptait? Voilà une grande idée humaine qui va contre le bon sens. La plupart des gens fuient la douleur, en commençant par les enfants, qui, la première fois qu'ils se brûlent, ont tendance à ne pas vouloir recommencer. Bouddha. Héliocentrisme. Et si la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse? Vous voyez cette bascule toujours du SI qui permet d'imposer la nouvelle vision en challengeant la convention existante, qui est qu'à l'époque, on pensait que ça se faisait dans l'autre sens, Galilée. Il semblerait, en tout cas certains ouvrages de référence le disent, que Isaac Newton, en voyant sa pomme tomber, parce que souvent on s'arrête à l'histoire de la pomme, non, c'est l'histoire de la Lune. Et si la Lune tombait elle aussi?
C'est-à-dire que quand on parle de Newton et de sa pomme, on devrait parler de Newton, de sa pomme et de la Lune, puisque l'analogie qu'il a fait à ce moment-là, semble-t-il, parce qu'il n'est plus là pour nous le confirmer, et que la chute de la pomme lui a fait penser à la question de pourquoi la Lune ne tombe pas. Et si la révolution se faisait par la non-violence? On retrouve là Gandhi, qu'on a vu tout à l'heure dans le film Think Different. Donc là encore, ça va contre l'idée reçue que la révolution est forcément un moment, contre la convention que la révolution est forcément un moment violent, nécessaire, diront certains, surtout ceux qui sont plantés sur le communisme. Et si la seule condition, je dis ça parce qu'il y a une très jolie... je vous invite à lire Edgar Morin, son dernier petit livre qui s'appelle « Mes philosophes », qui est une forme de confession de, pour moi, un des hommes les plus intelligents du siècle, encore vivant, et qui raconte comment il a pu lui aussi se laisser emmener dans l'erreur collective dans les années 50-60. Et si la seule condition de l'art était de jamais se répéter, c'est une vision de l'art qui fait que Picasso est Picasso, finalement. C'est cette capacité de se renouveler en permanence par opposition à des modèles existants. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir cette sublime exposition Picasso il y a quelques années à Paris, qui était pour moi une des plus belles expositions que j'ai pu voir dans ma vie, à cause de ça, à cause de ce parallèle entre les tableaux, conventions, et la disruption systématique qu'il opérait en se transformant lui-même et en changeant lui-même sa manière de travailler. Il y a même un exemple assez extraordinaire d'une disruption assez littérale, qui est ce moment de l'histoire de la peinture, qui est la fin du figuratif, et dont la légende dit, mais je crois qu'elle est vraie, que Kandinsky, en fait, est rentré un soir bourré, parce qu'il buvait beaucoup, il n'y a pas que vous, et il est rentré bourré, et en fait, il a une révélation en voyant un de ses propres tableaux. Et c'est celui-ci. Et en fait, ce tableau-là, c'est l'église de Murnau, qui en fait était juste posée à l'envers. Vous voyez bien, convention, le tableau à l'endroit, disruption, le tableau à l'envers, et subitement s'ouvre une vision nouvelle de la peinture abstraite, de la peinture non figurative. On voit comment l'abstraction s'oppose à la non-figuration, à la figuration. Il y a un très joli livre qui a été écrit par un des meilleurs designers français, qui s'appelle Raymond Loewy, enfin franco-américain d'ailleurs, parce qu'il était très anglo-saxon aussi, Raymond Loewy, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La laideur se vend mal ». Et malheureusement, moi je dirais, la laideur se vend encore trop bien, quoi. Et parmi les enjeux d'une société avec plus d'imagination, la vôtre, il y a cette idée de remettre une valeur esthétique, une valeur ajoutée esthétique dans tous les domaines. Bon, Stark s'y emploie plus ou moins, en tout cas, il fait du business là-dessus, ça marche pas mal. Ça, c'est un produit que vous n'avez pas connu, mais que moi j'ai bien connu, qui s'appelle le Walkman. Bon, je crois que là, à part sur eBay, on ne peut plus vraiment en acheter. Enfin, j'en ai encore un à vendre, ça intéresse quelqu'un. Akio Morita, le patron de Sony, a eu l'intuition du Walkman, non pas dans une salle de réunion en brainstormant, mais en jouant au golf, en disant ce serait quand même top si je pouvais jouer au golf en écoutant de la musique. C'est comme ça qu'est née l'idée du Walkman. D'ailleurs, au passage, Bell, semble-t-il, avait pensé le téléphone en se disant que ce serait sympa d'écouter de l'opéra à distance. Hein. Donc on voit comment la musique a inspiré successivement Bell, Morita et Steve Jobs. Mais si vous appliquez ce SI dans tous les domaines de l'activité, vous pouvez vraiment l'appliquer, j'allais dire, au n'importe quoi et au pire, pour le transformer dans une vision plus poétique, plus imaginative du monde. Et pour moi, le pire dans mon métier, c'est le couponing. Vous voyez, c'est ces trucs horribles, moins 20%, moins 30%, moins 50%. Enfin, j'ai honte d'être en charge de la communication publicitaire de marques lorsqu'elles se contentent d'écrire en gros qu'elles font une réduction de prix ou des soldes. Et donc, si vous décidez de vous attaquer au pire, là où il y a problème, donc pour moi, dans mon métier, il y a problème sur le couponing, c'est moche, c'est laid, c'est chiant, on en met dans les boîtes aux lettres partout, enfin, je trouve ça pas bien, quoi. C'est la honte du métier. Vous pouvez faire quelque chose de complètement neuf, comme par exemple ceci. Ceci, c'est quoi? Ça s'appelle iButterfly, c'est au Japon, donc toujours la passion du téléphone, cette fois-ci après l'appareil photo. Et en l'occurrence, l'idée c'est quoi? C'est que vous attrapez comme ça avec votre téléphone des papillons dans la rue.
Et donc ces papillons sont en fait des propositions que vous font les magasins, les marques, pour avoir une réduction éventuellement ou un plus, un bonus sur un produit. Et ce qui est génial avec cette application, c'est que non seulement vous les attrapez, mais c'est un peu comme les Pokémon, vous les collectionnez. Et vous pouvez les échanger avec les gens qui auront capturé des papillons qui vous intéressent. Donc vous passez devant chez McDo, vous capturez un papillon Happy Meal qui ne vous intéresse pas parce que vous n'avez pas d'enfants, vous allez l'échanger avec quelqu'un qui a des enfants contre le papillon foulard Hermès que vous vouliez avoir gratuitement. Donc voilà un exemple qui est le pire n'est jamais certain, le lait n'est pas obligatoire, vous pouvez faire quelque chose de plus beau et de plus poétique. Et puis on revient au concours Lépine, on peut faire des choses étonnantes. Regardez ceci. Voilà une expérience assez, un peu anecdotique, je l'admets, mais qui commence par un joli SI. Et si le téléphone était rechargé par la danse. Et donc, cet exemple, c'est un festival en Angleterre, vous avez peut-être été, mais je ne pense pas, qui est réputé pour être le festival le plus arrosé du monde. Autrement dit, il pleut tout le temps. Et donc, il faut transformer le problème en opportunité. Et Orange a décidé d'offrir des bots qui permettent par la chaleur naturelle de recharger votre téléphone. Parce que vous avez peut-être remarqué que si vous restez 2 ou 3 jours dans un festival, vous n'arrivez pas à garder votre téléphone plugué puisqu'il n'y a pas forcément d'électricité dans le champ. Et grâce à ces bots, vous transformez donc, votre propre énergie dans l'énergie de votre téléphone. Donc on est dans le gadget, mais on voit bien la logique du SI. C'est comment faire se rencontrer 2 mondes qui étaient disjoints, avec cette capacité de penser différemment. Pour moi, dans mon métier, l'idée la plus étonnante... Alors, je viens de recevoir un film, c'est un peu long à regarder, cadeau de la part de mon voisin de 2.0, je le regarderai plus tard, parce que je n'ai pas le temps de le regarder sur Twitter. Et si le magasin est une affiche, pour moi, c'est l'idée la plus étonnante de l'année dans mon métier. Cette idée, c'est en Corée, et l'idée, c'est tout simplement, c'est un métro, là, on ne voit pas très bien, mais c'est l'entrée du métro. C'est comment transformer l'affichage dans le métro en un magasin virtuel, puisque chacun des produits exposés, comme sur un linéaire, a en fait un QR code que vous pouvez capturer et qui vous permet de commander le produit avant de rentrer dans le métro, avant de monter dans la rame de métro. Et le produit va vous être livré chez vous quand vous allez arriver. Voilà une idée que je trouve géniale. Parce que imaginez Monoprix à Paris, qui actuellement ouvre des monopes un peu partout pour être des magasins de proximité qui rendent ce service. Vous pouvez très bien imaginer que Monop devienne simplement des affiches dans le métro, ce qui est quand même beaucoup moins cher pour eux et beaucoup plus pratique pour vous, parce que vous n'avez même pas besoin de porter ce que vous aurez acheté et consommé. Donc, et si une affiche était un magasin, voilà une idée disruptive. Et puis je terminerai par celle-ci, parce que c'est quelque chose qui vous concerne, des tablettes, vous en avez. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'interrogent sur c'est quoi la tablette du futur. Et donc, comme vous allez vous interroger sur la ville du futur, sur l'entreprise du futur, j'ai voulu vous donner une vision à 30 ans, parce que je pense sincèrement que la démonstration de Samsung que vous êtes en train de regarder derrière moi est quand même plutôt une démonstration à 30 ans qu'une démonstration à 5 ans. Mais on ne sait jamais. L'expérience prouve que, de ce point de vue-là, la technique peut aller très vite. Et si, en fait, la tablette de demain, c'était juste une petite plaque de plastique transparent qui permettait d'absolument tout faire, pour ceux qui ne pensent pas que la tablette de demain sera directement lisible dans la main, sur la peau, sur le bras, comme des expériences existantes permettent de le faire. Donc je vais vous passer la balle en disant l'enjeu pour vous, c'est celui-là. C'est ce SI fondamental, qui est que le monde a toujours été à inventer. Ce sont toujours les idées qui ont créé le monde, et non pas simplement les gens qui ont créé des idées. Mais l'enjeu pour votre génération, c'est vraiment de le réinventer sur des bases qui sont nécessairement nouvelles, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est forcément votre génération et vous qui êtes les leaders de demain dans vos entreprises diverses et variées, ou associations ou organismes, qui allez être en charge de le faire, puisque dans 20 ans, ou en moyenne dans 27 ans, les gens de ma génération ne seront forcément plus là, alors que vous serez à ma place en train de rappeler à vos enfants peut-être que l'avenir du monde est entre leurs mains. À vous de jouer, je vous remercie. Je ne sais pas si on a droit aux questions.
Alors, on a droit aux questions. Donc, j'en ai quelques-unes sur Twitter qui sont plus... J'ai eu quand même plus de commentaires que de questions, je tiens à le dire. Donc, à la question, vous avez pris le RER A? La réponse est non. J'ai pris ma voiture, qui est une Nissan. Ça, vous n'en serez pas surpris après ce que je vous ai dit. Dos à l'audience face à la mer était plus un commentaire, mais je n'ai pas forcément vu la mer en me retournant, donc je vais réitérer l'expérience dans quelques instants. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui vient du BDE ESSEC ICO, j'imagine que c'est le BDE actuel, qui me dit « Vous auriez quelques idées disruptives pour amener 5000 étudiants et plus à une soirée à l'ESSEC ». Donc ça, je pense, ça fait référence directement à la nuit de l'ESSEC, 1982, qui a été la plus grande horreur de ma vie, puisque le sujet était d'arrêter les voitures à la Défense et à Nanterre pour qu'elles ne viennent pas à la nuit de l'ESSEC, tellement on avait vendu de places à l'avance. Et je me souviens d'une vision d'horreur que j'avais eue en haut de la tour administrative, je ne sais pas si on l'appelle encore comme ça de nos jours, nous on l'appelle comme ça, et où je me suis rendu compte en fait que les voitures tournaient en rond désespérément pour chercher une place de parking avec aucun espoir de la trouver. Et là je me suis dit, mon Dieu, qu'avons-nous fait? Et donc je n'ai plus jamais organisé d'événements de plus de 5000 personnes à cette époque-là. Mais maintenant que les locaux sont agrandis, je pense qu'il n'y a pas de problème, donc je veux bien vous aider parce que je trouve ça drôle comme question. Et puis le reste sont plutôt des commentaires, donc s'il y a des questions dans la salle, je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres que j'ai ratées importantes, mais vous pouvez me la poser à l'oral s'il y en a d'autres, mais j'ai des commentaires assez rigolos, je ne vais pas tous vous les lire. La qualité dépend de l'agence, mais aussi beaucoup du client. Exemple aide, à nous d'influencer le client de demain. Je suis vraiment extrêmement d'accord avec Rachel Wagner, je ne sais pas si c'est un pseudo ou c'est un vrai nom, qui parlait d'ailleurs à SF Adrien, qui est également dans la salle. Il n'y a aucun doute, c'est-à-dire que les enfants se font à deux, les accouchements se font à deux, et d'ailleurs il faut être deux, au moins deux, pour produire une idée. Parce qu'on est un très mauvais juge de sa propre idée. C'est d'ailleurs pour ça que les créatifs en agence travaillent par team. Certains disent que les créatifs travaillent par team parce qu'il y en a un qui sait écrire et l'autre qui sait dessiner. C'est pas complètement faux, mais enfin, de nos jours, c'est plus le sujet, quoi. On fait peu d'annonces dessinées directement par les créatifs. On a des illustrateurs ou des photographes qui prennent les photos. Donc, cette séparation-là n'est pas indispensable. Donc, on pourrait penser qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir des équipes de deux. Et en fait, on en a absolument besoin, parce qu'on a absolument besoin de quelqu'un avec qui faire du ping-pong pour produire cette idée. Dans l'impression que pour produire un enfant, il vaut mieux être deux. Pour produire une idée, il vaut mieux être au moins deux. Alors, ça marche à 4, 6, 8, 10, 12. Bon, au-delà de 20, je ne vous le recommande pas, ça devient assez compliqué de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Enfin, il y a des méthodes pour ça, mais quand même. Mais du coup, il faut être deux. Du coup, pour produire une idée de communication forte, il faut aussi être deux, l'agence et le client. Pourquoi? Parce que l'idée forte, l'idée courageuse, brave idea, maintenant je fais du sous-titrage temps réel, cette idée-là, elle est forcément à un moment donné dans la zone d'inconfort. Là encore, je traduis l'anglais uncomfort zone, qui consiste à dire, pour le client en particulier, il va avoir un moment où il va lâcher prise sur une idée plus forte que ce qu'il croit être nécessaire. Au passage, la plupart des entreprises, quand ils voient les idées des voisins, disent « Oh, c'est pas très courageux ». Mais la même idée, lorsque c'est eux, disent « Mon Dieu, je vais quand même pas prendre ce risque ». Donc, surtout en France, où je vous rappelle le rapport au risque. Donc oui, il y a un enjeu collectif qui consiste à mieux comprendre, en France en particulier, que les idées de communication sont des investissements et qu'à ce titre, il faut maximiser, il faut charger la grenade, il faut faire fort. Mais c'est pour ça que vous avez des très bons clients qui comprennent ça naturellement, Michel-Édouard Leclerc, Serge Papin chez Système U, pour prendre celui dont on s'occupe nous. Et puis vous avez des gens qui ne le comprendront jamais, parce que leur aversion au risque est trop forte et que leur succès dans l'entreprise, pas forcément le succès de l'entreprise, leur succès dans l'entreprise passe par la prudence et par la non-prise de risque. Et là, c'est très dur de faire un travail de qualité. C'est aussi pour ça que parmi les meilleures campagnes de pub du monde, vous avez les campagnes d'associations caritatives. Pourquoi? Parce que les associations ont besoin de taper fort et les agences ont une très grande liberté. Et du coup, vous sortez du pur jus d'audace et de créativité, puisque vous avez très peu d'argent ou pas du tout pour le diffuser. Donc il faut que ce soit l'idée elle-même qui soit la plus forte et la plus radicale possible. Voilà. Autre question? Soyez pas timide, c'est dommage. Est-ce qu'on donne des stages? Oui. Merci. Oui, j'avais une question, Nicolas, vous parlez beaucoup de publicité et de communication. Il n'empêche que
l'innovation telle qu'elle va être montrée, la disruption, va venir à la fois de ce qu'on a vu dans le passé, à savoir Christensen qui va être celui qui porte l'innovation, en disant l'innovation disruptive par rapport à l'innovation incrémentale. Ouais. Et en cela, Jean-Marie Dru, certes, a monté la disruption en termes de communication, mais il faut bien aussi mettre en perspective avec les propositions d'idées, de produits et de services. Absolument. Donc il y a le monde, merci de cette question, parce que je n'ai pas assez insisté effectivement dans cette courte présentation, sur le fait qu'il y a le monde de la valeur matérielle que l'on crée et le monde de la valeur immatérielle que l'on ajoute. Et donc évidemment, la plus forte combinaison, c'est lorsque vous avez une innovation concrète, produit, service, business model, qui se double, qui est démultipliée par une valeur, j'allais dire plus abstraite, qui est la valeur de communication. Parce que ce que, in fine, chacun achète, c'est cette part de produit concret, combien vaut un iPod, et cette part de produit abstrait, combien vaut l'image que je donne de moi en ayant un iPod plutôt qu'un autre lecteur de MP3. Dans le parfum, par exemple, qui est un enjeu à très forte valeur immatérielle d'implication personnelle et à très faible valeur matérielle, le prix du jus, finalement, ne compte pas tant que ça. C'est-à-dire que vous avez des parfums vendus extrêmement chers, dont le jus est très peu coûteux. Je ne dis pas qu'il est de mauvaise qualité, je dis juste que les ingrédients qu'on a mis dedans ne sont pas forcément des ingrédients chers. À l'inverse, dans la plupart de ce qui est le business-to-business et les produits dits industriels, la valeur matérielle est très forte. Prenez un photocopieur, sa rapidité, son économie, le fait qu'il utilise de l'encre, etc. Et la valeur immatérielle, est-ce que c'est telle ou telle marque de photocopieur pour l'entreprise, intervient de manière très faible. Donc l'innovation, il y a le yin et le yang, il y a le cerveau gauche et le cerveau droit, il y a la partie rationnelle et la partie émotionnelle. L'innovation, en fait, est double. On pourrait parler d'une double valeur ajoutée. Une valeur ajoutée physique, réelle, et à ce moment-là, il faut appliquer le schéma de pensée sur « et si j'innovais », soit de manière incrémentale, soit idéalement de manière plus rupturiste pour créer une innovation plus forte, donc porteuse de plus de valeur de changement et de transformation, à laquelle j'aurais ou pas l'audace d'ajouter une idée, une manière d'en parler, une manière de la connecter, une manière de la communiquer au monde. Il y a des entreprises qui ont réussi très bien pendant des années, je pense à Procter & Gamble, à se contenter d'avoir une très forte valeur matérielle, avec une recherche et développement en matière de lessive, de couches culottes, de tout ce que vous voulez, exceptionnel. Enfin, Unilever en fait partie, on avait ce débat sur les anciens Procter, les anciens Unilever, mais bon, j'aurais pu citer Unilever, et ou Procter, et qui disait, finalement, il faut juste une idée de vente. Et donc, une idée de vente, c'était quoi? C'était pour Ariel, sur lequel j'ai travaillé quand j'étais jeune, la propreté impeccable même sans bouillir, sur un INSAD qui est, on a besoin de bouillir les vêtements avec les machines qui lavent à basse température, donc je vais vous promettre le bénéfice matériel. On se rend compte à l'usage que ce bénéfice matériel n'est pas suffisant. Il faut un bénéfice émotionnel ajouté. Enfin, il faut. Si vous êtes tout seul sur votre marché, que vous n'avez pas de concurrence, allez-y, vous pouvez lancer votre produit. Le problème, c'est que l'innovation se copie de plus en plus vite. Et donc, si vous ne verrouillez pas votre innovation, aussi géniale soit-elle, prenons l'innovation qui aurait pu tuer Danone. Il y a plusieurs choses qui peuvent tuer Danone, mais je vais prendre l'innovation, et j'attendrai la question, qu'est-ce qui pourrait d'autre tuer Danone? L'innovation qui aurait pu tuer Danone, c'est le bifidus actif, BA. Parce qu'un génie a eu l'idée d'aller choper des ingrédients au Japon, décidément, c'est le thème du jour, et de les mettre dans un yaourt, ça s'appelle bifidus actif BA. Ça prend la part de marché, parce que ça répondait à une vraie attente des gens, qui est le yaourt qui fait maigrir, pour simplifier. Même si ce n'est pas exactement ça, d'un point de vue technologique. Et donc, Danone fait quoi derrière? Il voit le risque, il investit massivement dans ce qui s'est appelé Bio de Danone et qui s'appelle Activia aujourd'hui, et il rafle complètement le marché, parce qu'il avait la puissance. C'est-à-dire que les gros piquent aux petits, mais ils piquent de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'avant, il fallait 2 ans, 3 ans pour qu'un gros puisse prendre une idée géniale, un petit. Aujourd'hui, il faut 2 ou 3 semaines, 2 ou 3 mois parfois. Donc, vous n'êtes pas protégé suffisamment par votre géniale innovation matérielle. Mais il faut en avoir une. L'intérêt, c'est d'associer à cette innovation une dimension immatérielle qui crée cette double valeur et qui vous protège. Parce qu'à un moment donné, moi je suis Apple, je n'ai pas inventé, reprenons cet exemple, je n'ai pas inventé le lecteur de MP3, c'est les Coréens qui en vendaient très peu à l'époque, et je fais un lecteur de MP3 inspiré par leur technologie, qui s'appelle l'iPod,
et je rafle le marché parce que je lui donne une valeur immatérielle traduite par un petit fil blanc, si vous vous souvenez de cette campagne de publicité que vous avez vue dans votre jeunesse, traduite par un petit fil blanc qui en faisait une différence sensible, une différence réelle. On voyait les gens qui avaient un Apple au fil blanc et ceux qui avaient autre chose dans l'oreille au fil noir d'une certaine manière. C'est ça qui a créé cette différence. Donc c'est une manière de capturer l'innovation que d'y ajouter une valeur d'innovation immatérielle. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Absolument parfait, oui. Et Steve Jobs avait bien précisé quand il a lancé l'iPod de dire ça, c'est finalement qu'un accessoire. Ce qui est important, c'est iTunes. Et c'est ce qui va relier les uns aux autres. Absolument. Et c'est pour ça dire que le concept de communication était, après avoir libéré l'informatique, on va libérer la musique en permettant, via iTunes, au passage, il y a une manipulation hallucinante que je peux raconter aujourd'hui sur cette histoire-là. C'est qu'Apple était parmi les premières marques à vendre la musique. À un moment donné où l'idée est générale, la convention et la musique doit être gratuite puisqu'on la télécharge gratuitement partout. Et Apple arrive avec iTunes, avec un système certes bien foutu pour classer ses disques, mais surtout avec un système à 99 cents ou 99 euros l'achat de musique. Et le problème que nous avons dû, TBWA, auquel nous avons dû faire face pour lancer l'iPod à ce moment-là, c'est comment cette marque libératrice de l'humanité peut être celle qui fait payer la musique. On n'avait pas d'autre choix que de repasser par la vision. Une vision libératrice qui est la musique doit être partout, pour tout le monde, tout le temps. D'où cette campagne dont vous vous souvenez peut-être des ombres chinoises qui dansent dans le téléviseur ou sur les affiches avec le fil blanc, disant on libère la musique pour rester dans l'esprit de la marque Apple, qui est un esprit, entre guillemets, libérateur. Merci beaucoup Nicolas, merci, on peut encore vous applaudir, merci. Vraiment beaucoup.